La mise en garde d'Éric Girard est on ne peut plus claire. Les 6 prochains mois seront très difficiles, a-t-il dit en présentant sa mise à jour économique mardi dernier. Dans la liste des voyants rouges, la croissance économique en baisse, les taux d'intérêt et l'inflation en hausse. Logement, itinérance, climat et formation professionnelle, les priorités du gouvernement sont précises, mais sa marge de manœuvre pour y arriver est limitée, alors que l'opposition accuse le gouvernement de négliger certains secteurs qui sont en pleine crise. Moi, là-dedans, ce qu'on voit, c'est un rendez-vous manqué. Et ce qu'on constate, c'est un gouvernement qui n'a plus de marge de manœuvre, malheureusement. Il y a des feux à éteindre partout actuellement, en logement, sur le marché de l'immobilier, en itinérance, dans le transport en commun. Puis qu'est-ce que la CAQ fait actuellement? Ils attendent qu'il pleuve. Minimalement, un budget prudent implique de ne pas appauvrir les travailleurs. Éric Girard, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir, merci. Monsieur le ministre des Finances, vous avez dit la semaine dernière que les 6 prochains mois seraient très difficiles. C'est vos mots, pas les miens. Comment ça va se traduire pour les Québécois, ça, des 6 prochains mois très difficiles? Bien, en fait, c'est partout au Canada. C'est très répandu dans le monde. Même aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, le troisième trimestre a été très fort, mais ça va ralentir brusquement après ça. Ce qui se passe, c'est que l'inflation était à 8 en 2022, 4 en 2023, mais donc l'inflation a amorcé sa descente, mais est toujours élevée, et les taux sont passés de 0 à 5 Donc, on a une économie qui ralentit. J'ai utilisé le qualificatif stagnation. Économie qui ralentit, des taux d'intérêt élevés, inflation trop haute, ça fait des conditions qui sont extrêmement difficiles pour les citoyens et les entreprises. Pourtant, vous avez, et on vous a accusé, les commentateurs, les analystes vous ont accusé d'avoir été un peu optimiste dans vos prévisions. Vous avez conservé, vous gardez les mêmes calendriers pour ce qui est du retour à l'équilibre budgétaire, les mêmes cibles de déficit. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pensée magique là-dedans? Bien, accuser, c'est un mot fort, là. Il y a plusieurs analystes, ceux qui sont plus, je dirais, axés, ferrés en économie, reconnaissent la qualité de notre travail, puis il y a des chroniqueurs qui sont sévères. Mais l'équilibre budgétaire, c'est une loi au Québec. On doit respecter la loi qui existe depuis 1996. Elle a été suspendue durant la pandémie. Et là, on va faire 4 milliards de déficit après contribution au fonds de génération. Donc, d'un point de vue comptable, 1,5 milliard de déficit. On a 4 ans pour ramener ça à zéro et c'est ce qu'on va faire. Et c'est la bonne chose à faire. C'est modérer la croissance des dépenses à 3 après une période où les dépenses ont été extrêmement élevées en raison de la pandémie. Vous avez parlé de vos priorités dans le document, dans la mise à jour de la semaine dernière. Logement, lutte contre l'itinérance, lutte contre les changements climatiques, formation professionnelle, investissement dans les entreprises. Parlez pas de santé. Il y a des gros besoins en santé. Y aurait-il pas lieu d'investir davantage ou ne pensez-vous pas qu'au lendemain de l'adoption de la réforme de M. Dubé, il va y avoir des besoins de financement? Mais ce sera discuté dans le cadre du budget, là, mais au budget 23-24, il y avait des sommes importantes en santé. En fait, cette année, les dépenses en santé augmentent de plus de 6 là, si on exclut les dépenses temporaires liées à la COVID en 22-23. Alors, la santé est bien financée. Le défi, c'est vraiment l'organisation du travail. Et c'est pour ça que mon collègue, M. Dubé, c'est très important, sa réforme, là, le projet de loi 15. L'organisation du travail, ça veut dire aussi, puis ça implique évidemment les négociations qui ont cours présentement. Vous n'avez pas de fonds. Il n'y a rien de prévu dans votre budget qui laisse entendre que vous avez de la marge de manœuvre un peu. Vous dites, c'est là qu'on va aller, puis on n'ira pas plus loin. C'est ça le message que vous envoyez, dans le fond. Bien, moi, ce que j'ai dit, c'est que si on veut augmenter les dépenses, pour quelque raison que ce soit, si on veut avoir un taux de croissance des dépenses qui est plus élevé, il faudra que soit l'économie soit plus forte et qu'on ait plus de revenus, soit qu'on diminue les dépenses ailleurs ou qu'on emprunte cet argent. Or, c'est pas vraiment le bon moment pour emprunter parce que les taux obligataires ont augmenté énormément. On se finance maintenant à 4,5 avec une échéance de 10 ans. Donc, emprunter de l'argent pour payer des dépenses courantes, quelles qu'elles soient, que ce soit des salaires ou un autre poste budgétaire, ce n'est pas une bonne idée. Et c'est ce que je dis bien humblement dans mon rôle, qui est celui de fiduciaire des finances publiques du Québec.
dans le dernier budget, après la dernière élection, réduction d'impôts, des Oui. chèques aux Québécois qui avaient besoin d'aide. C'était ça l'argument du gouvernement. Ils ont encore besoin d'aide, les Québécois, à bien des égards. Vous avez choisi de ne pas aller dans cette direction-là. Pourquoi? Bien, d'abord, les mesures qu'on a choisies, elles sont toujours effectives. La baisse d'impôts, elle est permanente. Le plafonnement des tarifs, une excellente mesure pour 5 ans, ça baisse l'inflation, ça aide les Québécois. Le crédit d'impôt aux aînés de 2 000 $. Tout ça, ce sont des mesures permanentes qui protègent le pouvoir d'achat des Québécois. Et lorsqu'on regarde les comparaisons interprovinciales, on voit que c'est au Québec. La combinaison de l'indexation du régime fiscal, la hausse des salaires, les gestes du gouvernement fait que nous avons réussi à protéger le pouvoir d'achat des Québécois, mais néanmoins, la situation est extrêmement difficile pour tout le monde. Je donne un exemple, le crédit d'impôt à la solidarité que vous avez indexé. Il y a des Oui. gens qui disent que vous auriez dû le bonifier. Pourquoi pas l'avoir bonifié? Parce que les gens qui en bénéficient, ils ont oui. besoin de cet argent-là. Mais je comprends, les gens veulent toujours plus. Au dernier budget, ça fait quand même pas si longtemps, au mois de mars 2023, on a augmenté la composante logement du crédit d'impôt solidarité de 13 %. Donc, on a déjà posé ce geste que les gens nous demandent. Nous sommes en action, là. On aide les Québécois avec des mesures qui sont permanentes. Un mot sur le loyer en terminant. Oui. Vous prévoyez la construction de 7 500 nouvelles unités d'habitation au cours des 5 prochaines années. Habitation abordable. Les besoins sont immensément plus importants que ça. Pourquoi pas en faire davantage? Bien, d'abord, ça va coûter 2 milliards de dollars, faut bien le dire. Les ressources sont limitées, mais Vous en financez une partie avec le fédéral, par contre. Bien sûr, on travaille toujours avec le fédéral et là, on va travailler avec les municipalités qui doivent faire un effort au niveau de la densité, du zonage, de l'administration. Et en fait, présentement, lorsqu'on regarde les 5 prochaines années, on a 23 000 unités de logement qui sont financées et qui vont se réaliser progressivement dans les 5 prochaines années. Mais ça comble pas tous les besoins. Mais encore une fois, ça ne comble pas tous les besoins. Le gouvernement, sa responsabilité, c'est les logements sociaux et abordables. Le secteur privé va venir avec la construction résidentielle privée et ça, ce sera certainement facilité lorsqu'on aura un assouplissement monétaire qui viendrait de la Banque du Canada dans la deuxième moitié de 2024. On va surveiller attentivement tous ces développements-là. Éric Girard, ministre des Finances du Québec, merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, c'était un plaisir.